Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, cher Jean-François Longeot, Monsieur le Président, mes chers collègues, à cette table ronde sur les enjeux européens en matière de politique des transports, nous avons souhaité, à la veille des élections du 9 juin, établir un rapide bilan de ce qui a été réalisé au cours de la mandature qui s'achève. Les initiatives de la Commission européenne dans ce domaine ont été particulièrement nombreuses et surtout, il fallait enrichir notre réflexion sur les multiples défis auxquels devra faire face le secteur des transports. Je pense notamment au verdissement des véhicules ou à la mobilité du quotidien. Cette table ronde à laquelle je vous remercie d'avoir bien voulu accepter de participer est organisée conjointement par la Commission des Affaires européennes que j'ai l'honneur de présider et la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, et je me réjouis de cette façon de travailler. Le pacte vert pour l'Europe, qui traduit l'engagement concret de l'Europe en faveur de la transition climatique et dont la mise en œuvre est aujourd'hui très commentée et parfois contestée, a des implications particulièrement fortes pour l'ensemble du secteur des transports. En effet, ceci représente l'activité la plus émettrice de gaz à effet de serre dans l'Union européenne et en France. Les acteurs du transport doivent donc contribuer de façon prioritaire à l'évolution déjà engagée vers une économie zéro carbone et notamment à l'ambition affichée par l'Europe de s'affranchir de sa dépendance aux combustibles fossiles. Décarboner les transports et promouvoir des modes de transport durables, incluant le ferroviaire et le fret intermodal, voilà incontestablement les deux axes de la future politique européenne des transports. Pour atteindre ces objectifs de décarbonation particulièrement ambitieux, fixés dans le pacte vert puis déclinés avec le paquet ajustement à l'objectif 55, l'Union européenne s'est engagée dans une politique d'incitation plus ou moins contraignante de décarbonation des transports qui concerne le transport maritime, l'aviation et bien entendu le transport routier. Des efforts ont aussi été réalisés au cours de la mandature actuelle pour développer les infrastructures et faciliter les interconnexions entre les différents réseaux de transport dans l'Union européenne. À ce titre, il faut souligner l'accord obtenu sur le règlement relatif au réseau transeuropéen de transport, dont les priorités doivent aussi s'inscrire dans le cadre des engagements climatiques européens. Un texte a incontestablement dominé la question de la décarbonation, celui qui prévoit la fin de la commercialisation des véhicules à moteur thermique en 2035. Ce texte a suscité des inquiétudes chez nos voisins allemands et continue d'ailleurs à faire débat en Europe et dans notre pays. L'électrification des véhicules individuels, mais aussi des bus et cars, soulève de nombreuses questions, comme celle de l'empreinte carbone de ces véhicules sur l'ensemble de leur cycle de vie ou de l'accompagnement social des ménages les plus vulnérables. La profonde transformation à mener aura de fait un impact majeur sur les ménages et les entreprises, nos économies et nos sociétés, bref, nos modes de vie, comme le Sénat l'a souligné dans sa résolution d'avril 2022, fruit d'un travail commun entre trois commissions, dont les deux ici réunies. Cette table ronde est l'occasion de dresser un bilan du chemin déjà parcouru et d'apprécier l'ampleur des mutations qui restent à opérer. Je vous remercie et je passe la parole au président Longeot. Merci, Monsieur le Président, cher Jean-François. Mes chers collègues, avant toute chose, je remercie mon collègue Jean-François Rapin, président de la Commission des Affaires européennes, d'avoir été à l'initiative de cette table ronde qui se situe alors que les élections européennes approchent à grands pas. Le secteur des transports est à la croisée de multiples défis. Le défi industriel, le défi économique, le défi écologique, les défis sociaux que la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, que j'ai l'honneur de présider, aborde très régulièrement dans le cadre de ses travaux législatifs et de contrôle. Nombre de ces sujets ont une forte dimension européenne. C'est pourquoi il est indispensable pour les législateurs que nous sommes d'anticiper dès aujourd'hui la prochaine mandature en identifiant les enjeux auxquels les politiques de transport sont confrontées et la manière dont l'Union européenne pourrait y répondre. Je remercie l'ensemble des intervenants pour leur présence et souhaite les interroger sur 3 points. Premièrement, j'aimerais aborder la mise en œuvre du marché carbone européen. Tandis que le transport aérien y était déjà soumis, le transport maritime a été intégré au système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne le 1er janvier. Le transport routier devrait, quant à lui, faire l'objet d'un marché carbone dédié
qui sera mise en place progressivement à compter de 2027. Quel regard portez-vous sur l'application du marché carbone au secteur des transports telle qu'elle est prévue à l'heure actuelle et identifiez-vous des correctifs à y apporter? La tendance baissière constatée depuis plusieurs semaines sur le prix de la tonne de CO2 du fait de la stabilisation du prix du gaz suscite-t-elle des inquiétudes pour l'efficacité du système? Pour le secteur aérien en particulier, comment le marché carbone européen peut-il inciter les compagnies à utiliser les carburants d'aviation durable, en cohérence avec le règlement Refuel UE Aviation, qui prévoit une trajectoire d'incorporation croissante jusqu'en 2050? Plus largement, comment ce cadre interne s'articulera-t-il avec le dispositif international de compensation des émissions de gaz à effet de serre Corsia? Il est prévu d'une part du produit issu de la vente aux enchères des quotas carbone alimente le Fonds social pour le climat, mis en place par l'Union européenne afin d'accompagner financièrement les ménages vulnérables face à la transition énergétique. Est-il prévu que les ressources issues des quotas carbone des transports soient spécifiquement fléchées vers le verdissement de ce secteur? Et si oui, les moyens seront-ils à la hauteur des besoins selon vous? Deuxièmement, dans le même temps d'ordre d'idées, je souhaite évoquer avec vous la politique européenne. Politique européenne en matière de décarbonation des transports. S'agissant du secteur maritime, quel regard portez-vous sur la trajectoire de décarbonation prévue par l'Union européenne à l'horizon 2030 et 2050? Et sur la place accordée aux énergies dites énergies de transition, que pourraient être le GNL, le GPL et les énergies de synthèse dans cette trajectoire? Dans la mesure où le transport maritime s'inscrit dans un marché mondialisé, les ports et armateurs européens sont en partie tributaires des solutions de décarbonation développées par leurs concurrents. Cette situation peut se traduire par une forme d'attentisme industriel. Selon vous, quel rôle pourrait jouer l'Union européenne pour identifier les innovations pertinentes et s'orienter de manière adéquate et les investissements en matière de décarbonation du transport maritime? Je laisserai le soin à mes collègues d'aborder plus en détail la décarbonation du secteur routier aérien, qui soulève également des enjeux sensibles au niveau européen. Pour ma part, je terminerai en évoquant le transport ferroviaire. Le rail français s'ouvre progressivement à la concurrence depuis 2020, avec un certain train, si je peux m'exprimer ainsi, un certain train de retard par rapport à certains de nos voisins européens. Auriez-vous des éléments de manière et sur la manière dont l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire s'est passée ailleurs en Europe, les réussites dont nous pourrions nous inspirer, mais aussi les écueils qu'il conviendrait tout à fait d'éviter? Sur un tout autre sujet, je voudrais profiter de la présence de Florent Moretti, conseiller transport à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, pour faire un point d'étape sur le projet du Lyon-Turin. Compte tenu du remaniement ministériel, il y a eu quelques alternoiements en janvier dernier au moment de déposer le dossier auprès de l'Union européenne, la demande de cofinancement des études portant sur la section française du chantier. Le dossier a pu être déposé in extremis, ce qui était essentiel pour sécuriser la réalisation des voies d'accès au tunnel. Pourriez-vous nous indiquer où en est ce dossier au niveau des instances européennes et si, effectivement, tout est en ordre? Je vous remercie. Merci. Bien, si vous le voulez bien, pour l'organisation des débats, on va donner la parole à nos intervenants pour un propos liminaire de 10 minutes et puis ensuite nous passerons aux questions. Donc on va passer la parole tout de suite à M. Florent Moretti, qui est conseiller à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne. Et quels ont été à vos yeux finalement les points les plus durs, au-delà des questions qu'a posées Jean-François Longeau, dans la négociation à 27 des grandes législations européennes récentes en matière de transport? Et quels sont les défis que pose à présent la mise en œuvre de ces textes? C'est à vous pour 10 minutes. Très bien, merci messieurs les présidents, mesdames et messieurs les sénateurs. Merci déjà de me donner l'occasion de m'exprimer en visioconférence depuis Bruxelles. C'est toujours volontiers que la représentation permanente... Attendez, est-ce qu'à la régie, on peut monter le son?
on a beaucoup d'écrans, on voit très bien, mais on n'entend pas très bien. Allez-y, essayez voir. Oui. Très bien. Est-ce que vous entendez mieux? D'accord, donc voilà, c'est toujours très volontiers que nous vous livrons nos analyses, notre analyse de la situation vue depuis la représentation à Bruxelles. Je vais essayer de répondre le plus précisément possible à vos questions. Je le ferai avec plus de précision sur les questions qui concernent les transports terrestres et les questions intermodales, puisque j'en suis chargé au sein de la représentation permanente, tandis que d'autres dossiers sont suivis par d'autres conseillers, voire dans d'autres filières que la filière transport. J'ai préparé une présentation dans laquelle vous retrouverez, je pense, des éléments de réponse aux questions que vous avez posées. N'hésitez pas à me questionner par la suite pour avoir plus de précision. Mais écoutez, c'est vraiment le bon moment, effectivement, pour chercher à faire un bilan de la mandature, de la législature qui s'achève et essayer de dégager les tendances que l'on peut identifier pour le début de la mandature qui suivra. Vous l'avez très bien indiqué dans votre introduction, la politique européenne des transports, elle s'est vraiment inscrite dans le pacte vert, cet ensemble de mesures destinées à mettre l'Union sur la voie de la neutralité climatique, et plus particulièrement pour ce qui concerne les transports, dans le cadre de la stratégie pour une mobilité durable et intelligente qui vise à réduire de 90% les émissions des transports en 2050. Cette stratégie, elle était très large, elle comprenait 80 actions, elle visait le développement du véhicule et du transport zéro émission, une mobilité urbaine plus durable, le verdissement du transport de fret, la tarification du carbone, vous en avez parlé, le renforcement du marché unique, etc. Son champ était très large. En termes de bilan, je crois que l'on peut dire qu'il y a eu sous cette législature des avancées importantes, d'autant plus si l'on considère que cette législature a été traversée par un certain nombre de crises. Des avancées importantes donc, même si toutes les mesures prévues, programmées, n'ont pas pu être adoptées. Pour rentrer un peu plus dans le détail, le premier train de mesures qui a été important, c'est le paquet dit Fit for 55, vous l'avez évoqué, qui a posé des jalons importants pour la décarbonation des transports, par exemple en programmant le déploiement des réseaux de recharge en électricité, c'était le règlement dit AFIR, le renforcement des normes d'émission des véhicules légers avec les normes Euro 7, ou encore l'incorporation de carburants durables pour l'aviation et le maritime, et la création, étape très importante, d'un système d'échange de quotas pour le transport routier qui entrera en vigueur en 2027, et j'y reviendrai un petit peu par la suite. Si l'on se concentre maintenant sur ce qui est arrivé dans la dernière ligne droite de la législature, depuis 1 an, je dirais que l'étape qui a marqué cette année, ça a été celle de la révision du règlement sur le réseau transeuropéen de transport. Règlement structurant pour les politiques européennes de transport, qui a fait évoluer la carte de ce réseau, des corridors, qui a renforcé les objectifs de performance que les infrastructures qui composent le réseau doivent atteindre, ainsi que le rôle de la Commission européenne dans le suivi du renforcement de ces performances et de la réalisation de ce réseau. Ces obligations, elles sont assorties d'une source de financement, le mécanisme d'interconnexion pour l'Europe, qui finance en priorité les transports transfrontaliers, par exemple en France, le tunnel Lyon-Turin ou le canal Seine-Nord-Europe. Et donc j'en profite pour vous confirmer que le dossier de demande de subvention à la fois pour les travaux du tunnel et pour les études concernant ces accès, ce dossier a bel et bien été déposé en temps voulu, enfin, dans les échéances imparties auprès de la Commission européenne. Et les résultats de l'appel à projet doivent être communiqués par la Commission en juin. Si l'on resserre encore l'échelle de temps pour examiner ce que le Conseil, ce sur quoi le Conseil travaille en ce moment même, sous présidence belge, eh bien, la fin de la législature est marquée par l'examen du paquet sur le verdissement du fret en premier lieu, ainsi que par certaines dispositions sur la sécurité routière. Concernant le verdissement du fret, nous examinons au Conseil
un projet de règlement sur les capacités ferroviaires, qui est la priorité de la présidence belge et qui doit permettre de mieux utiliser la capacité disponible en renforçant l'harmonisation des règles d'allocation des sillons entre les États. C'est une proposition qui est soutenue par la France et qui, si les discussions avancent comme prévu, devrait être adoptée par le Conseil des ministres des Transports en juin. Le Conseil et le Parlement ont chacun adopté récemment également un règlement sur la communication des émissions de gaz à effet de serre des services de transport. Il sera d'application volontaire, mais lorsque des entreprises et des fournisseurs de services de transport souhaiteront communiquer sur les émissions liées, ils devront le faire selon cette méthode harmonisée. Et c'est un règlement qui s'est inspiré de la législation française. C'est assez marquant pour le signaler. Par ailleurs, nous travaillons sur la révision de la directive sur les poids et dimensions des poids lourds pour accorder des bonus de poids plus importants aux véhicules zéro émission et faciliter la circulation des camions plus lourds et de dimensions plus importantes. Cette proposition-là, elle suscite plus de difficultés à un certain nombre d'États, dont la France, du point de vue de la préservation des infrastructures et de la concurrence possible avec le fret ferroviaire. Et puis enfin, nous travaillons sur la révision de la directive sur le transport combiné pour favoriser ce mode de transport et favoriser un report modal depuis le mode routier. J'évoquais la sécurité routière. Le Conseil travaille en ce moment sur une directive sur la reconnaissance mutuelle de la suspension et des retraits de permis de conduire, la révision de la directive sur le permis de conduire ayant déjà été adoptée, et les trilogues à ce sujet débuteront sous la prochaine mandature. Voilà pour quelques éléments qui ne sont vraiment pas, qui n'ont pas la prétention de l'exhaustivité, quelques éléments de bilan. Si l'on en vient maintenant aux tendances, je peux essayer de vous dire ce que nous voyons depuis la représentation permanente, tant en termes d'intention de la part de la Commission que de position des acteurs de la scène européenne. Nous identifions trois grandes tendances qui se sont assez bien dégagées des conférences que la Commission et la DG Move en particulier ont organisées récemment. La première grande tendance, c'est clairement l'objectif de la part de la Commission d'une poursuite de la mise en œuvre du marché unique dans les transports. La Commission estime que l'ouverture à la concurrence est diversement avancée, disons, se met en œuvre diversement selon les modes de transport, qu'elle est bien mise en œuvre, par exemple, pour le mode aérien, mais que, effectivement, et comme vous le signaliez, en ce qui concerne le ferroviaire, un certain nombre d'obstacles empêchent la mise en œuvre complète de l'ouverture à la concurrence. Nous observons d'ailleurs que cette poursuite de la mise en œuvre de l'ouverture à la concurrence est un objectif assez consensuel à Bruxelles, même si chaque partie prenante le nuance et en donne diverses interprétations. Sur le ferroviaire en particulier, la Commission remettra fin 2024 un rapport important sur la mise en œuvre de la grande directive de 2012 sur l'espace ferroviaire européen, et elle pourrait proposer de nouvelles mesures à la suite de ce rapport. Le marché unique, c'est également l'harmonisation des règles en matière de droits des passagers, et dans ce domaine aussi, la Commission souhaite renforcer ses droits, en particulier pour l'aérien et pour les voyages multimodaux. Au sein de cet objectif de poursuite de la mise en œuvre du marché unique, il y a un aspect qui occupe une place à part, c'est la réalisation du réseau transeuropéen de transport. Dans ce domaine, l'enjeu sera un enjeu de mise en œuvre du règlement révisé qui vient d'être adopté, pour notamment améliorer les interconnexions entre les États, par exemple ferroviaire, mais pas uniquement. Et nous savons que c'est un sujet qui est très cher au cœur de la Commission. Il suivra de près la mise en œuvre des obligations qui découlent de la révision récente du règlement. Nous observons que cet objectif est repris par le rapport d'Enrico Letta sur le marché unique, qui voit dans la réalisation d'un réseau européen de lignes à grande vitesse un projet susceptible de rapprocher les Européens. Néanmoins, et puisque vous me questionniez sur les difficultés éventuelles liées à toutes ces propositions,
on peut d'ores et déjà anticiper qu'une difficulté portera sur le financement de ces investissements dans un contexte de ressources limitées à la fois au niveau européen et au niveau des États, et compte tenu du fait que les États ont également d'autres priorités qui sont complémentaires, comme par exemple en France l'amélioration de la mobilité du quotidien ou la rénovation du réseau ferroviaire. Je passe à la deuxième grande tendance que nous voyons se dégager, c'est celle de la poursuite de la transition écologique et de la transition numérique, sans oublier le caractère inclusif de ces grandes transitions. En ce qui concerne d'abord la transition écologique, il s'agit, comme l'exprime la Commission, d'une part de verdir chaque mode de transport et d'autre part de créer des incitations suffisantes pour un report modal vers les modes les plus écologiques. Je vais vous demander, Monsieur le conseiller, je vais vous demander de décourter. De toute façon, vous reviendrez au travers des questions qui vous seront posées, mais c'est pour que dans le propos liminaire, tout le monde ait à peu près le même temps. Merci. Pardonnez-moi, je vais aller plus vite et garder les exemples peut-être pour la suite. Donc il y aura à la fois des enjeux de mise en œuvre, des mesures qui ont déjà été adoptées, de poursuite des propositions qui sont aujourd'hui sur la table en cours d'examen et d'anticipation par rapport à des nouvelles propositions de la Commission dont certaines sont déjà annoncées, disons. Et j'en viens donc à la troisième grande tendance, c'est l'émergence et le renforcement de l'objectif de résilience des réseaux de transport, des réseaux et des services de transport. Cet objectif de résilience, il s'apprécie à la fois au regard des conséquences du changement climatique et des conséquences des crises et des conflits, y compris de la guerre menée par la Russie en Ukraine et qui a des conséquences également au sein de l'Union européenne. Cet objectif de résilience, il fait le lien avec la politique industrielle européenne, l'objectif de réindustrialisation et de sécurisation d'un certain nombre d'approvisionnements. Et la Commission l'appréhende également dans la perspective d'un possible élargissement futur de l'Union à l'Est. Voilà, je m'en arrêterai là donc, et effectivement, n'hésitez pas à revenir sur ça si vous le souhaitez. Merci. Merci. Oui, vous reviendrez de toute façon au travers des questions. La parole maintenant à Monsieur Pesia pour l'Union française des transports publics et ferroviaires. Et entre autres, quelles sont les attentes des acteurs du transport urbain et ferroviaire à l'approche de la prochaine mandature ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous deux, Messieurs les Présidents, pour l'invitation aujourd'hui de l'UTP pour cette table ronde très importante à la veille des élections européennes. Alors, pour répondre à votre question, et j'en dirai un mot, toutes nos attentes pour la prochaine mandature, on les a rassemblées dans un document qui est un manifeste qu'on a pu présenter aux équipes des candidats pour les élections européennes. Et je vous en dirai un mot, bien sûr, juste après. Peut-être aussi un mot avant sur le bilan, puisqu'on était en train de regarder un peu dans le rétroviseur sur ce qui s'est fait au cours des dernières années de cette mandature. Donc, pour que, si vous l'êtes peut-être pas en tête, juste pour vous dire, l'UTP, au niveau français, donc nous sommes une fédération professionnelle qui représentons deux branches différentes. D'un côté, les opérateurs de transport public urbain. Donc là, nous avons 170 réseaux. Alors vous allez avoir des opérateurs de bus, de métro, de tramway, etc., dans des agglomérations de taille très différentes, donc vraiment des mobilités du quotidien. Donc c'est la branche urbaine. Et puis l'autre branche, c'est le transport ferroviaire, avec les opérateurs de transport ferroviaire à la fois voyageurs et marchandises, ainsi que les gestionnaires d'infrastructures, que ce soit les opérateurs historiques, les nouveaux entrés ou les futurs entrants. Vous allez avoir aussi Trenitalia, vous allez aussi avoir Transdev, etc., qui font partie de l'UTP. Juste sur le bilan, nous, ce qu'on retient de ces dernières années, il y a quand même eu des choses qui ont été dans le bon sens. Voilà, les transports, il faut quand même bien le dire, vous l'avez dit Monsieur le Président au départ, c'est en fonction des chiffres environ 30% des émissions quand même au niveau européen. Donc c'est un secteur qui est très fortement émetteur. Ça c'est le problème et on sait qu'il faut régler ce problème. Et l'Union européenne dit même qu'il faut baisser de 90% les émissions du secteur. Donc nous avons applaudi dès demain le pacte vert, le fameux Green Deal en anglais, qui donne la boussole donc vers cet objectif de neutralité climatique en 2050.
on sait qu'il y a des solutions qui peuvent exister et parmi ces solutions, il y a effectivement le développement de transports qui sont plus vertueux en termes d'émissions. Effectivement, sur l'ensemble des émissions du secteur des transports, les transports urbains et ferroviaires, c'est moins de 3% des émissions de l'ensemble du secteur. Donc il y a un vrai enjeu de développer massivement l'offre de transport public urbain et ferroviaire pour arriver à faire baisser les émissions. Donc nous, ce qu'on défend à la fois au niveau national et au niveau européen, c'est vraiment comme une solution pour faire baisser les émissions, le fameux choc d'offres, c'est-à-dire, et le Sénat, il y a eu un rapport très intéressant des sénateurs Moret et Sautarel sur le financement des autorités organisatrices de mobilité, où il a même été chiffré, le choc d'offres, à la fois pour l'Île-de-France et pour l'ensemble du territoire, en investissement, en exploitation, donc c'est quand même 110 milliards d'euros, donc c'est forcément un investissement très important, mais c'est un prix à payer pour pouvoir offrir une alternative pour que les gens puissent se déplacer avec des formes de transport collectif, en articulation aussi d'ailleurs avec des nouvelles mobilités qui se développent de plus en plus. Donc, nous, la question qu'on se pose, c'est toujours comment l'Union européenne, à son niveau, avec ses compétences, peut aider ce choc d'offres, c'est-à-dire à développer massivement une offre de transport ferroviaire, une offre de transport public pour répondre aux besoins des gens qui ont besoin de se développer, qui ont besoin de se déplacer, y compris dans la mobilité du quotidien. C'est une critique qu'on a souvent fait, nous, à l'Union européenne. Ça peut se justifier de par ses compétences et l'intérêt qu'elle a pour le marché unique, le marché intérieur, de beaucoup travailler sur le ferroviaire. On s'en félicite puisqu'on défend le transport ferroviaire. Il ne faut pas oublier les mobilités du quotidien, les gens qui prennent tous les jours les transports pour aller travailler, pour aller se soigner, pour aller étudier. Et là, on pense que l'Union européenne pourrait faire plus, notamment pour aider les collectivités qui mettent en place ces politiques. Alors dans les choses qui ont été quand même faites, qui étaient intéressantes, il faut regarder et prendre un petit peu de recul, il y a eu des annonces politiques dans les dernières années, des formes de reconnaissance politique qu'on a beaucoup appréciées sur le ferroviaire. Il y a eu des conclusions du Conseil, donc des ministres qui étaient, avec un titre très clair en 2021, placer le rail au centre au premier plan d'une mobilité durable et intelligente. Donc ça, voilà, il y a des choses qui, sur le papier, sont très en appui. Et sur la mobilité urbaine, un sujet sur lequel donc la Commission met souvent en avant les questions de subsidiarité et beaucoup plus frileuse pour travailler, il y a quand même eu une communication, un cadre de la Commission européenne pour la mobilité urbaine où on reconnaissait le rôle des transports publics au niveau local comme une solution majeure, efficace et durable pour faire se déplacer un grand nombre de personnes. Donc on va dire en termes, dans les paroles, il y a eu des choses très bien. Dans les actes, il y en a eu aussi, même si on aurait voulu plus. Il faut quand même reconnaître qu'il y a des financements européens. Alors l'Europe fait parfois pas assez connaître ce qu'elle fait, mais il y a eu des programmes de financement importants. Le mécanisme d'interconnexion a financé des choses très concrètes sur l'électrification du Paris 3, sur le déploiement de RTMS, y compris des choses parfois au niveau urbain, donc notamment par rapport à IDFM pour des dépôts électriques, de bus électriques. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Europe a donné quand même 40 milliards dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience, dont 11,5 dans l'ensemble du plan français ont été donné au secteur des transports, donc il y a quand même eu des choses concrètes. Il y a des choses qui ne se connaissent, qui sont moins connues, et c'est dommage, des choses assez nouvelles. Il y a un mécanisme pour la transition juste, et nous-mêmes on a découvert assez récemment que par exemple Nantes Métropole vient de toucher à la fois une subvention de la Commission européenne de 30 millions adossée à un prêt de la BEI de 200 millions, et ils vont acheter 46 tramways. Donc il y a des choses très concrètes pour changer aussi la vie des gens au quotidien. Ça, c'est des choses qu'on souligne et qu'on salue. Il y a eu des choses au niveau politique qui allaient dans le bon sens. Vous avez parlé de la révision du système du marché carbone. C'est des choses qui vont dans le bon sens par rapport à l'application du principe du pollueur-payeur, la création du Fonds social pour le climat, le RTET. Ça, c'est sûr que le RTET, pour nous, c'est un exemple de quelque chose qui a été dans le bon sens, d'autant qu'avec la révision, maintenant, au-delà des aspects ferroviaires, des connexions ferroviaires dans ce réseau européen, on a maintenant intégré 424 grandes villes qu'on appelle des nœuds urbains et qui, en fait, vont être interconnectés en Europe
Et la Commission leur demande à ces 424 grandes villes d'adopter des plans de mobilité urbaine durables. Donc ça aussi, c'est dans le bilan des choses qui sont intéressantes. Je finirai juste sur le bilan, parce qu'on reviendra peut-être plus aussi sur les attentes. Parfois, on est un peu tombé de notre chaise aussi sur des choses que proposait la Commission européenne. L'exemple, on a parlé de la directive poids et dimensions sur les méga camions. On n'a pas compris pourquoi l'Union européenne, qui, on pensait, était convaincue du bienfait du fret ferroviaire et voulait développer le fret ferroviaire, proposait finalement une réglementation qui allait faciliter la circulation transfrontalière de géants des routes, qui peuvent être des méga camions de 60 tonnes. Donc, et là, pour le coup, on comprend assez mal la cohérence au niveau européen dans les objectifs. On a eu, je finirai là-dessus aussi, des inquiétudes et le gouvernement français nous a beaucoup aidés quand il y a eu ce débat au niveau européen sur la proposition de la Commission qui voulait interdire la vente des bus qui ne soient pas électriques ou hydrogène dès 2030. Alors autant sur l'objectif de verdissement des flottes, on y travaille tous les jours et les collectivités du coup sont au premier plan, autant la vitesse et la trajectoire, on a dit à la Commission européenne, attention, vous connaissez le prix aujourd'hui d'un bus électrique, c'est le double du prix d'un bus dernière génération thermique ou biogaz. N'allez pas mettre en difficulté des collectivités, notamment des petites et moyennes collectivités, vu ce prix et tous les investissements qu'il faut faire autour. On a parlé à certaines collectivités qui nous ont dit « Moi, je ne pourrais pas, au vu de mes capacités financières, acheter le nombre de bus requis. Je baisserai le nombre de lignes sur mon réseau. » Et on leur a dit « Mais ne faites surtout pas ça, c'est l'inverse, c'est aller à l'encontre de l'histoire. Il faut développer de plus en plus de services pour que les gens aient une alternative. Donc moins de services pour pouvoir acheter des bus électriques, c'est là où on voyait aussi une incohérence. Donc il y a parfois eu aussi des sujets d'inquiétude pour nous au niveau européen. Donc voilà, ça c'est sur le bilan, des choses positives, des choses plus négatives. Je pourrais revenir par la suite sur les attentes. Merci beaucoup. Monsieur Saada, pour la verticale nouvelle mobilité dont vous êtes le président au sein de l'Alliance des mobilités, quelles sont les transformations qui se dessinent en matière de mobilité pour relever les défis climatiques à l'échelle européenne ? Merci de me donner la parole. Messieurs les présidents, messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs, je suis Denis Saada, je suis président de l'Alliance des mobilités qui est aujourd'hui la formation interprofessionnelle, l'association interprofessionnelle des mobilités durables. On va parler de toutes les nouvelles mobilités, c'est-à-dire le covoiturage, le vélo, l'autopartage et toutes les mobilités partagées que l'on peut retrouver dans les domaines urbains ainsi que les services qui viennent autour de ces mobilités-là. Nous faisons partie du réseau Mobiliance, qui est aujourd'hui, qui couvre l'ensemble des métiers de la mobilité, y compris de la mobilité routière. Je voulais commencer mon propos par un bilan de la mandature précédente. Cette mandature précédente était très tournée autour de la réglementation des mobilités existantes, c'est-à-dire la capacité à, on l'a su, à réduire, à supprimer le carburant traditionnel des villes, et avec le fameux Green Deal et la date de la fin de la vente en 2035. On a aussi beaucoup parlé de tout ce qui était autour de l'aviation, autour du transport, des transports maritimes, des transports longue distance. On a assez peu parlé dans la mandature précédente de transport du quotidien, comme l'a souligné Jean-Philippe il y a quelques minutes, mais encore moins des autres mobilités durables, y compris par exemple du vélo. Aujourd'hui, par exemple, la mandature s'est conclue par une déclaration européenne sur le vélo. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, chers interlocuteurs, chère audience, mais cette déclaration européenne sur le vélo ouvre la voie vers le développement des mobilités durables et des nouvelles mobilités au sein de l'Union européenne, et on appelle de nos vœux évidemment ce développement. Alors peut-être pour revenir sur ces objectifs qui ont été, ces engagements qui ont été pris au niveau européen, je vais vous les citer. Développer et renforcer les politiques publiques vélo,
développer les politiques publiques d'inclusion liées aux mobilités douces et promouvoir l'impact positif sur la santé mentale et physique, investir dans les infrastructures, important, adaptées et nouvelles, créer des conditions favorables, support technique voire réservé, assurer la sécurité des cyclistes, soutenir les emplois liés au développement du vélo et notamment de la filière vélo que nous défendons chez Mobiliance et à l'Alliance des mobilités, assurer la multimodalité, donc là le lien entre ces nouvelles mobilités et des mobilités qui sont plus établies, comme par exemple les transports en commun qui font partie également de la famille des mobilités durables. Et puis la capacité de s'appuyer sur les données, de récolter les données aujourd'hui sur ces nouvelles mobilités. Alors, quand on parle de nouvelles mobilités, on a aujourd'hui un contexte qui est qu'il faut absolument développer ces nouvelles mobilités. Pourquoi ? On l'a vu, la voiture thermique individuelle pose certains problèmes de santé, sanitaires, sociaux, environnementaux. La voiture, le véhicule électrique, en tout cas pour les trajets domicile-travail ou les trajets du quotidien, c'est un mode souhaitable, mais pas suffisant, résout une partie du problème, notamment des problèmes d'encombrement, des problèmes sanitaires. L'Europe a besoin de mobilité durable. Alors, en effet, les transports en commun dans la vision 2050 seront nécessaires. Il faut continuer à développer les transports en commun et chez l'Alliance des mobilités, nous appelons de nos voeux le développement des transports en commun, mais ce développement ne sera probablement pas suffisant pour couvrir tous les cas d'usage qu'on a besoin demain de remplacer. Donc on a besoin de pouvoir travailler sur des citoyens qui doivent se rendre de banlieue à banlieue, de citoyens qui doivent se rendre en horaire décalé, de citoyens qui doivent également se déplacer en zone périurbaine ou rurale, ou de personnes qui aussi se déplacent dans des centres urbains hyper denses dans lesquels on a besoin de micro-mobilité. Donc en fait, toutes ces mobilités-là ont besoin d'être développées, et pour les développer, et j'en parlerai après, je crois que j'ai fini du temps qui m'est imparti. On a 3 pistes. La première, et c'est toujours la même chose dans les mobilités, c'est le développement d'infrastructures. On a besoin d'infrastructures cyclables, d'infrastructures de covoiturage, d'infrastructures multimodales pour pouvoir développer ce type de mobilité. Le deuxième sujet, c'est l'encadrement réglementaires. Aujourd'hui, nombre de ces nouvelles mobilités sont pas ou peu définies en fait dans les pays membres et par l'Union européenne. Donc on a besoin aussi d'avoir un encadrement un peu plus précis, un peu plus dédié à ces nouvelles mobilités. Et puis le troisième point, je reprends le point de Jean-Philippe, c'est un choc d'offres. Nous aussi, côté vélo, côté mobilité durable, on a besoin d'avoir le développement de ce choc d'offres, et ce choc d'offres, il est nécessaire, il a déjà lieu dans certains pays, et on voit que quand on y met les moyens, on arrive à développer ces mobilités alternatives. Merci. Merci. Alors, Monsieur Lefebvre, responsable transport du réseau Action Climat pour la France, vous avez la parole sur les enjeux de la décarbonation. Je vous ai vu opiner du chef quand je m'exprimais sur la décarbonation en matière de transport à tous les échelons, local, national et bien sûr européen. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs. Merci beaucoup pour l'organisation de cette table ronde, et je crois que le panel a été particulièrement bien construit, parce que je pense qu'on va pouvoir être très complémentaires dans les propos qui vont être avancés, dans les mesures qui vont être défendues. Je tâcherai donc dans ce propos liminaire de ne pas être redondant, mais voilà, et donc de me concentrer peut-être sur des sujets qui ont été un petit peu moins abordés. Mais à défaut d'être original, je commencerai peut-être par un bilan de ce qui a été fait, mais en tâchant d'être succinct. Peut-être rappeler, comme ça a été dit, que les transports représentent aujourd'hui 29% des émissions de gaz à effet de serre au niveau européen. Plus important encore, dire que ça s'inscrit dans une tendance haussière depuis les années 90, avec 2 exceptions, une première en 2008 et une deuxième en 2020. Donc autrement dit, à part quand on met l'ensemble de notre économie à l'arrêt, on ne sait pas aujourd'hui réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Et ça, c'est particulièrement préoccupant, parce que ça montre la dimension structurelle des changements qu'il va falloir opérer. Sur ce qui a été fait dans la précédente mandature, je pense qu'on peut
dire sans aller trop loin que c'est historique. C'est historique dans les objectifs qui ont été fixés, c'est historique dans les différents leviers qui ont été abordés, mais je vais en parler juste après, c'est malheureusement pas suffisant, mais c'est une première étape absolument essentielle. La plupart des différents textes structurants ont été évoqués, je ne vais pas revenir dessus, mais peut-être dire que l'ONG Transport Environnement a projeté en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, ce que donnerait le Green Deal en l'état actuel si toutes les mesures étaient appliquées. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on arriverait seulement à 25% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 en 2040 et uniquement à 62% en 2050. Autrement dit, les objectifs ne seraient pas atteints. C'est pour ça que je disais, c'est historique, c'est un grand pas en avant, mais ce n'est pas suffisant. Il y a des pistes qui ont été évoquées déjà pour aller plus loin. Il y en a d'autres qui sont essentielles sur les questions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur l'accès à la mobilité de manière générale, parce qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur la question des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur des transports est un secteur au carrefour d'enjeux multiples. Ils ont été très bien présentés en introduction sur les enjeux industriels, les enjeux écologiques bien sûr, les enjeux sociaux. Il va falloir trouver des solutions qui répondent à tous ces enjeux en même temps. La bonne nouvelle, c'est qu'ils existent. Donc on va pouvoir en parler. Donc sur les leviers, peut-être sur cette question de carrefour des enjeux, il y a une notion qui est absolument essentielle à mon sens, c'est la question de la contrainte en termes de ressources et en termes d'investissement. C'est-à-dire que on ne peut pas analyser une solution en se basant uniquement sur une réflexion en silo, mais bien avoir conscience qu'elle doit s'inscrire dans un panel de solutions. Prenons l'hydrogène par exemple. L'hydrogène peut avoir des intérêts sur différents modes de transport s'il est interrogé uniquement sur ce mode de transport, mais nous allons devoir répondre à une concurrence d'usage sur l'industrie, sur le bâtiment, sur énormément de secteurs. Les ressources vont répondre à une concurrence d'usage. C'est la même chose sur les e-fuels, on va pouvoir en parler, sur l'électricité de manière générale, sur notre capacité à investir. On ne va pas pouvoir investir partout sur tout, donc il va falloir faire des arbitrages qui ceux-là sont politiques sur où on met nos efforts, où est-ce qu'on concentre nos ressources et où est-ce qu'on utilise les deniers de l'Union européenne. Peut-être un point important sur comment choisir. Évidemment, la question de l'efficacité de la dépense publique, elle est essentielle, mais elle ne doit pas se restreindre à la question CO2. Elle doit évidemment se restreindre à la question de l'accès à la mobilité, comme je le disais tout à l'heure, et à la question de la répartition de l'effort. Ça va être un point clé dans les leviers que je vais aborder par la suite. Les entreprises doivent jouer le jeu. C'est particulièrement le cas sur la question du verdissement du parc automobile. J'espère pouvoir y revenir. Il y a une question aussi de quelles sont les différentes responsabilités dans les émissions en fonction de notre niveau de revenu. Poser ces questions-là. On doit atteindre 2 tonnes par personne en 2050. Aujourd'hui, il y a des très grandes disparités sur qui est responsable de ces émissions et qui, surtout, a la capacité de faire autrement, de réduire ces émissions. Et là-dessus, il y aura aussi des disparités sur les modes de transport. L'avion par rapport à la voiture par rapport au vélo, au train. Il va falloir creuser toutes ces questions-là. Et j'arrête ici le teasing de ce qu'il faudrait faire et peut-être donner quelques leviers qui me paraissent essentiels. La question de la sobriété, on a parlé de ressources contraintes. La question de la fin de vente des véhicules thermiques en 2035 est une bonne chose, elle est nécessaire mais pas suffisante. La question n'est pas seulement le véhicule électrique, c'est quel véhicule électrique, pour répondre à quels besoins. Quelle taille de véhicule électrique, à partir de quelle technologie. Il faut absolument creuser ces questions-là et si on se cantonne, comme c'est le cas aujourd'hui trop souvent, à la question du véhicule électrique, on va aller sur des gros véhicules électriques, on ne va pas changer notre rapport à la mobilité, notre rapport à la voiture individuelle et tout ça doit être absolument analysé pour passer des 62% qu'estime Tiani en 2050 aux 90%, voire à la neutralité carbone. Et peut-être un dernier point sur la question de l'accompagnement social. J'ai beaucoup entendu parler du choc d'offres. Là aussi, il est absolument nécessaire, mais à notre sens, il est complémentaire à tout ce qui doit être fait en termes d'accompagnement de la demande. Donc là aussi, il y a une question de la demande pour les industriels. Il y a aussi une question de comment on accompagne les ménages à avoir accès à cette mobilité. Sur le véhicule électrique, typiquement aujourd'hui, il reste trop cher, il faut le dire. Et si on se cantonne de uniquement attendre la baisse progressive du prix du véhicule électrique liée à l'évolution de l'offre des constructeurs, ça ne va pas être suffisant. Il faut des aides, il y a des choses innovantes qui ont été proposées au niveau français avec le leasing social. Ça doit être étudié au niveau européen sur comment on donne accès à ce véhicule électrique quand il n'y a pas d'autres modes de transport disponibles et quand ça répond vraiment à un besoin aux plus précaires et aux classes moyennes qui sinon sont dans une situation de précarité
liées à la mobilité. Et ça, c'est important de le dire aussi. Quand on est dépendant de notre véhicule électrique et que les prix de l'énergie explosent, c'est des renoncements pour aller au travail, pour emmener ses enfants à l'école, pour accéder à des loisirs. Et c'est tout ça aussi qu'il y a derrière la question de l'évolution de nos mobilités. Je conclus ici pour ne pas prendre plus de temps et j'attends vos questions avec impatience. Bien, je vais passer la présidence à André Reichert parce que j'ai un rendez-vous avec le ministère. Une question de... Voilà, je remplace moi aussi temporairement le président Longeau. Donc la parole est à Philippe Tabarou pour la première question. Oui, merci beaucoup, messieurs. On va se cantonner bien sûr à quelques questions pour être le plus rapide possible pour que les collègues puissent bien sûr intervenir également. Moi, par rapport à ce que j'ai entendu, que les collègues, que les intervenants ici présents ne m'en veulent pas trop, mais c'est surtout à Monsieur Moretti que je souhaite poser un certain nombre de questions par rapport à ce qui a été dit. Une politique de transport, bien sûr, doit concilier différents enjeux, parfois contradictoires, en prêtant attention à trouver un bon équilibre face à une France et des territoires déjà, dont les fractures se sont dangereusement aggravées. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous interroger sur un certain nombre de points. D'une part, et je reprends à ce sujet les propos de Jean-Philippe sur le projet d'autorisation des méga camions de plus de 25 mètres de long et pesant jusqu'à 60 tonnes. Vous le savez peut-être, nous sommes un certain nombre ici à nous y opposer. Ces camions ne tractent pas une seule remorque, mais souvent 2, voire 3. Ces méga camions sont aussi longs que 6 voitures, aussi lourds que 50 2 voitures. On imagine les conséquences désastreuses sur l'état de nos routes, j'en parlais à l'instant avec Guillaume Chevrollier, et le coup de poignard porté également au fret ferroviaire. La révision adoptée le 12 mars par la Commission européenne sur la directive poids lourds n'est pas définitive. Les États membres devront adopter une position sur le sujet lors du Conseil des ministres des Transports de l'Union en juin. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler votre position sur ce sujet, même si j'ai l'impression de l'avoir entendu tout à l'heure. D'autre part, je viens de le dire, ça a des conséquences sur nos routes, sur les aménagements de notre territoire, mais également, à notre sens, des conséquences, ça a été dit également très bien par M. Pezias, sur la question du futur du fret ferroviaire qui souffre déjà suffisamment, notamment par rapport à une décision européenne sur laquelle je ne reviendrai pas, avec une procédure formelle ouverte par la Commission sur le financement de fret SNCF. En tout état de cause, le plan de discontinuité qui a été mis en place par Fret SNCF, par la remise sur le marché d'une partie considérable de ses activités et par la mise en place d'une nouvelle entité judiciaire, judiciaire c'est aussi le cas, mais juridique avant. Comment faut-il interpréter ces signaux qui ne sont pas rassurants pour le développement du fret ferroviaire, et quelles sont les propositions qu'on peut porter ou que vous pourrez porter en la matière? Enfin, 2 autres petits sujets qui ont été évoqués sur lesquels j'aimerais rebondir. Je ne parlerai pas du Lyon-Turin, je pense que ce sera fait par d'autres collègues, même si ça a été évoqué tout à l'heure. La question de l'ouverture à la concurrence, vous en avez parlé d'un certain nombre d'obstacles, notamment au niveau du ferroviaire. Est-ce que vous pouvez préciser les choses? Est-ce que les obstacles au niveau du ferroviaire sont le fait du gestionnaire du réseau en France, qui est SNCF Réseau, comme semble le dire le ministre des Transports espagnol tout récemment? Et le dernier point, c'est sur la question financière. Vous avez parlé des difficultés de la France au niveau financier pour financer ses infrastructures, et vous avez bien raison, mais vous avez parlé aussi de difficultés financières au niveau européen. Est-ce que ça
pourrait dire que l'Europe ne tiendrait pas ses engagements. Après, il y a un certain nombre d'années maintenant sur les infrastructures, notamment de transport, ou est-ce que cela peut signifier que, même en tenant ses engagements, l'Europe est susceptible de baisser son niveau de participation, ce qui serait très dommageable pour les projets où, dans nos territoires respectifs, nous attendons une participation conséquente de l'Europe. Mes chers collègues, nous sommes saisis de 4 autres demandes de parole. Madame Gruny, Monsieur Gillet, Monsieur Jacquin, Monsieur Fernic. Y en a-t-il d'autres? Alors, s'il n'y en a pas d'autres, je vous propose, mes chers collègues, de poser vos questions les uns après les autres, ce qui permettra à nos intervenants de préparer leurs réponses éventuelles, si vous le voulez bien, et ils répondront en bloc les uns et les autres. Très bien. Ça marche? Bien. Alors, Pascale Gruny. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, j'ai tout d'abord une question concernant les différents textes qu'on a pu avoir et qui vont à nouveau être évalués dans des règlements révisés avant la fin 2027 concernant les grandes orientations du pacte vert pour l'Europe. Et nombre d'acteurs industriels appellent à une simplification des normes. On parle beaucoup en France, mais au niveau européen, on a aussi ce sujet. Tout au moins une pause réglementaire pour favoriser la compétitivité industrielle de l'Europe. Et c'est vrai notamment pour l'industrie automobile. Est-ce que cette pause vous semble envisageable? Est-elle souhaitable? Est-ce qu'un cadre européen plus stable ne contribuerait-il pas à une meilleure acceptabilité des politiques climatiques par nos citoyens? Sur le ferroviaire, je me poserai juste une question. Quelles sont les principales interconnexions à développer pour renforcer le trafic ferroviaire, tant de voyageurs que de marchandises à l'échelle de l'Europe? Et sur ferroviaire, moi je vous ai entendu, moi je suis dans un département rural, mais comme beaucoup de mes collègues ici, donc les propositions sont souvent plutôt en fait pour l'urbain. Moi je me suis battue pour qu'on ne ferme pas, la SNCF ne ferme pas une ligne de fret qui transportait essentiellement les rails pour les trains grande vitesse. On marche sur la tête souvent, et ben là c'était vrai. Et aujourd'hui, je me bats pour que sur cette ligne, on puisse remettre des voyageurs, même si c'est à vitesse réduite. Comment on fait quand on est en ruralité? Quelqu'un parlait du véhicule électrique, je crois que c'est vous, monsieur, du leasing social. Moi, je vais vous en parler. Moi, j'ai 12 ans en concession automobile. Aujourd'hui, moi, les concessionnaires automobiles, qu'est-ce qu'ils me disent? Et voilà, ils ont vendu énormément de voitures en leasing. Ce qu'il y a, c'est que l'État ne paye pas et ils portent la trésorerie. Ben, ils vont mourir, hein. Moi je vous le dis, hein, parce qu'avec tous les changements qu'on leur demande, voilà. Donc moi je me dis, au niveau européen, est-ce qu'on pense à ces sujets-là? Comment on peut accompagner, hein, demander des aides c'est bien, mais comment on peut accompagner les États éventuellement? Et en ruralité, est-ce que c'est un sujet européen ou pas? Merci, je donne la parole à Hervé Gillet. Est-ce que tu feras Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais intervenir sur plusieurs points. Tout d'abord, concernant les enjeux posés par la décarbonation du transport routier pour l'industrie automobile. L'interdiction de la vente de véhicules thermiques d'ici 2035 impose donc une transition rapide vers l'électrique de la production européenne de véhicules. La Chine domine bien évidemment assez largement ce marché, mais également les États-Unis. Et ces pays ont mis en place des subventions très volontaristes en faveur de l'industrie des véhicules électriques. Donc selon vous, est-ce que l'Union européenne devrait s'inspirer de ces pays, lancer un véritable plan et programme de soutien pour accompagner son industrie automobile dans la transition électrique, sachant que le sujet aussi de l'acceptabilité économique et sociale concernant l'achat ou le leasing de ces véhicules est particulièrement important et dépend aussi de la capacité à soutenir certaines filières. La production de batteries est aussi un enjeu majeur pour la consolidation d'une offre européenne de véhicules électriques. Or, nos constructeurs, vous le savez, dépendent donc d'une grande partie de la Chine pour les approvisionnements en métaux, lithium, cobalt. Et dans ce contexte, comment envisagez-vous le développement de la filière automobile
automobile électrique autosuffisante, ou du moins indépendante, donc de la Chine en Europe? Quelle politique, notamment d'accompagnement des gigafactories et l'objectif aussi d'extraction minière donc à l'échelle de l'Europe pour développer cette autosuffisance? Ensuite, une autre question concerne bien sûr le vélo qui constitue un levier non négligeable de décarbonation des mobilités quotidiennes. Identifiez-vous donc des pistes pour doter l'Union européenne d'une véritable stratégie en faveur de ce mode de transport? Donc, a donc été abordée la déclaration européenne sur le vélo. Reste à voir de quelle manière elle sera effectivement acceptée et puis mise en œuvre, notamment au travers d'un soutien renforcé donc à la production, aux services liés au vélo, mais qui interroge aussi la qualité des intermodalités, qui devrait être aussi un élément primordial pour cofinancer des ouvrages d'intérêt communautaire. Quels sont donc vos avis, vos analyses sur ce sujet? Merci Monsieur Gillet. Valérie Boyer a demandé la parole entre-temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, moi j'ai une question à poser en complément de celle que Philippe Tabarot vient de poser. Je vais vous demander très concrètement, ça concerne la ligne TGV Marseille-Nice. Pour avoir travaillé avec Philippe Tabarot il y a plusieurs années et pour avoir été député et maire du secteur limitrophe à Aubagne pendant un petit moment, et avoir passé des heures et des heures, non seulement à arpenter la ligne à pied, mais dans les réunions de préfecture, etc. Concrètement, où on en est du projet? Quel est le montant de votre participation? Si vous la baissez, dans quelle proportion? Et je voudrais savoir comment ce projet, qui est extrêmement important et structurant pour notre secteur, même pour la France entière, avance. Parce que d'un côté, on ne peut pas accueillir les voyageurs dans des conditions catastrophiques. On peut le faire à la gare Saint-Charles, notamment eu égard au parking de la gare Saint-Charles, qui est abominable, notamment quand vous allez pour les dernières heures de la journée, enfin vers les derniers TGV. Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour aller récupérer sa voiture dans le parking quand on prend les TGV qui arrivent à partir de 23h. Franchement, c'est juste intolérable que la deuxième ville de France, on ait ce parking-là sur cette gare. C'est le premier point. Et le deuxième point, à Nice comme à Marseille ou à Toulouse, on va nous supprimer des lignes d'avion au motif qu'il faut utiliser le train. Moi, je veux bien utiliser le train, mais à ce moment-là, il faut accueillir les voyageurs dans d'autres conditions et peut-être pas en supprimer, comme c'est le cas aujourd'hui, sur les trajets en milieu de journée. Donc, je crois qu'il faudrait quand même arriver à une cohérence sur les transports et sur le développement de nos villes et du littoral et du sud de la France, la complémentarité entre le train et l'avion qui se dégrade au lieu de s'améliorer. D'une part parce qu'on supprime des vols, mais aussi parce qu'on va nous supprimer les accès à Orly, alors même que Orly va être doté pour les Jeux Olympiques d'une liaison RER entre Orly et le centre de Paris. Mais nous, provençaux, sudistes, on va devoir aller, quand on prendra l'avion pour la navette, uniquement à Roissy, ce qui est une aberration de transport écologique, puisqu'il nous faut plus d'1 heure pour rentrer dans Paris. Donc voilà toutes les questions que je souhaitais vous poser. Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Olivier Jacquin. Merci beaucoup, Président. Première question, comment favoriser plus encore le report modal en faveur du ferroviaire? Je pense à la possibilité de baisser le prix des péages en France et comment utiliser les leviers du marché carbone et les ressources nouvelles qu'il propose. Une deuxième question sur le fret ferroviaire. Elle est vraiment ancrée dans l'actualité puisque la Commission européenne vient de valider des aides massives de l'Allemagne vers son réseau de transport de marchandises. Alors vraiment, les histoires qu'il y a eu au titre de la concurrence de flinguer Fret SNCF apparaissent d'autant moins compréhensibles actuellement. Et on ne peut pas, au moment où on parle de report modal de transport de marchandises, pénaliser ainsi le fret ferroviaire. Et le processus de discontinuité est absolument défavorable. Il faudrait vraiment pouvoir revenir dessus. Je vous demande votre position là-dessus. Et lié au transport de marchandises, comme l'a dit Philippe Tabarot, l'histoire des méga camions, c'est absolument, ça va pas du tout dans le sens
correcte des choses. On en a parlé ici dans cette commission avec le problème de la résistance des infrastructures et notamment des ponts. Une question peut-être pour Monsieur Leflaive sur les possibilités de réguler le transport aérien. Et pour ne pas faire de jaloux, une question à Monsieur Saada. Les véhicules lourds sont un non-sens au moment de la transition écologique. Ne faudrait-il pas aller vers un malus au poids à l'échelle européenne, puisqu'on n'arrive pas à le faire en France de manière significative? Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Jacques Fernic. Oui, merci, Président. Donc, effectivement, on l'a vu, au plan européen, la transition des transports n'est pas sur la trajectoire souhaitée. Si j'ai bien compris, au mieux, au plan européen, si on reste sur la trajectoire actuelle, c'est moins 62% de contribution des transports au gaz à effet de serre pour 2050, ce qui n'est pas tout à fait la neutralité carbone visée à cette échéance-là. Donc le report modal, tant pour le fret que pour le voyageur, il faut le réussir. Moins de routiers, moins d'aériens, plus de trains, plus de transports urbains, plus de vélos. Plus de transport urbain, ça veut dire réussir ce qui n'est pas partout au même niveau en Europe, les mobilités urbaines avec les projets de réseau express métropolitain. On a les SERM chez nous. Pour cela, le ferroviaire est effectivement la colonne vertébrale de cette transition et l'ambition européenne, qui n'est pas nouvelle, c'est d'arriver à assurer un système européen de gestion du trafic ferroviaire unique, modernisé, c'est le RTMS. L'idée, c'est qu'avec des lignes déjà fortement encombrées, permettent d'y mettre plus de trains avec un système de signalisation, autant sur les voies que pour le matériel embarqué, qui permettent de réduire la distance, l'intervalle entre deux véhicules. La Cour des comptes, en 2017, au plan européen, disait que ce déploiement, pour l'instant, restait limité et décousu, qu'il y avait une absence au plan européen d'estimation globale des coûts, de planification appropriée de son développement. La planification, on est, si je ne me trompe pas, sur le réseau central, les 9 corridors, à peu près 50 000 km d'ici 2030. Assuré en ERTMS, et le réseau global, donc les 123 000 km qui s'y rajoutent à l'horizon 2050. On est en retard, on a un retard très particulier en ce qui concerne la France dans ce déploiement pour tenir nos objectifs européens. En gros, je crois qu'il n'y a guère que la Lituanie qui fait moins bien que nous. Le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures nous indique qu'au mieux, pour la France, si vraiment on y mettait le paquet, on pourrait envisager d'être dans les clous de ce qu'on doit faire en 2030, si je ne me trompe pas, en 2042. Donc ma question, comment assurer la mise en œuvre et la réussite de cette démarche européenne de modernisation pour que nos réseaux soient bien véritablement interopérables? Et puis je m'interroge, et je vous interroge, sur la réelle volonté française de mettre en œuvre cet RTMS conçu comme une priorité, parce que si on y regarde bien, notre réseau à nous, il est bien loin d'être saturé, il est bien moins circulé que celui de l'Allemagne, de l'Autriche, du Royaume-Uni, de la Belgique ou de l'Italie. Et est-ce que ce n'est pas là la principale déficience de notre ferroviaire français, son incapacité à concevoir la modernisation comme une urgence pour optimiser l'usage de son réseau? Merci. Eh bien, je vais donner la parole au voisin, Gilbert-Luc de Vinaz. Merci Jean-François. Deux petites questions. Les vallées alpines, c'est 1 million de poids lourds par an. Et donc, nous sommes plusieurs au Sénat à avoir apprécié le déblocage de justesse des financements des études pour les accès au tunnel du Fréjus. Pour autant, quel est le plan B pour le cas où ces derniers ne se réalisent pas? Ma deuxième question, c'est comment sont pris en compte les innovations en matière de déplacement. Je citerai par exemple la route électrique. Merci pour ces questions. Je ne sais pas qui veut commencer à répondre. S'il n'y a pas d'autres questions, allez-y. Allez-y. En visio, allez-y. Vous pouvez répondre.
Oui, pardon. Vous pouvez répondre. Allez-y. Oui, d'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces questions. Je vais essayer de répondre à celles qui relèvent le plus du champ de compétences de la représentation permanente et des sujets que je pratique au quotidien. Peut-être d'abord sur la question concernant les méga camions posée par M. Tabarot et d'autres sénateurs. C'est intéressant et j'aimerais essayer de poser un peu les termes du débat, puisque c'est effectivement une proposition de révision de la directive qui est examinée en ce moment. Ces méga camions, qu'on appelle aussi système modulaire européen, vous avez raison, ils consistent en un attelage de différentes remorques qui peut conduire à des convois de 60 tonnes, 25 mètres de long, voire même jusqu'à 100 tonnes dans certains pays. Ils sont utilisés par 9 États dans l'Union européenne sous un régime d'expérimentation depuis plusieurs années, principalement les États scandinaves, aussi dans la péninsule ibérique et un petit peu dans d'autres États, y compris en Allemagne. Et certains de ces États souhaiteraient disposer d'un cadre juridique plus pérenne qui dépasse la portée du régime d'expérimentation pour consolider ce modèle d'utilisation. Les États qui utilisent ces attelages, dans des situations qui peuvent être assez différentes de la situation des infrastructures et de la géographie française, évidemment, ils estiment qu'en utilisant des poids supérieurs, ils réduisent en réalité le nombre de convois parce qu'ils transportent avec un convoi des poids qui sinon seraient transportés par plusieurs camions et que ce faisant, ils réduisent la congestion. Bien sûr, c'est tout à fait discutable et les approches peuvent varier en fonction des pays, mais c'est, disons, dans ce cadre que cette proposition de révision, portée également par la Commission européenne, arrive sur la table du Conseil, comme elle est arrivée sur celle du Parlement. Ce que je voudrais préciser, parce que c'est très important, c'est qu'en aucun cas, ce texte n'obligerait les États à utiliser ces méga-camions. Il créerait simplement un cadre au niveau européen, en laissant la possibilité aux États d'autoriser ces convois ou de ne pas les autoriser. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que la position française, puisqu'elle a été exprimée par le ministre des Transports au moment du Conseil informel des ministres à Bruxelles, c'est d'être opposé à l'utilisation de ces méga-camions, non seulement en France, mais d'être aussi opposé à un cadre qui faciliterait directement ou indirectement leur utilisation au sein de l'Union européenne. Voilà, je trouve que c'était intéressant de vous indiquer dans quels termes les débats se présentent au Conseil européen. Peut-être sur d'autres aspects, sur la question du financement par l'Union européenne des grands projets ferroviaires, par exemple le Lyon-Turin et la ligne Nouvelle-Provence-Côte d'Azur, ainsi que d'autres, les dossiers de demande de financement ont bien été déposés, mais c'est vrai qu'il y a une inquiétude très compréhensible parce que lorsqu'on compare les ressources disponibles dans les budgets européens avec les besoins de financement des États et notamment de la France pour mener à bien tous ces projets, on constate un écart. On constate un écart et effectivement, cela pose la question de la dotation du futur cadre financier pluriannuel qui prendra la suite du régime de financement actuel pour faire en sorte de pouvoir, que l'Union européenne soutienne ces projets au niveau de ce qui a été convenu précédemment. Est-ce que je ne voudrais pas monopoliser le temps de parole, donc je me tourne un peu vers vous pour savoir si vous souhaitez que je réponde également à quelques autres questions ou si je laisse peut-être les autres intervenants compléter sur d'autres domaines. Non, mais dans la mesure où vous avez la parole et que vous avez le sentiment de pouvoir répondre à l'une ou l'autre question, n'hésitez pas. Alors peut-être au moins sur la question de l'ouverture à la concurrence du ferroviaire. La Commission européenne remettra à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, un rapport sur la mise en œuvre de la grande directive de 2012. Excusez-moi. Et lorsqu'on échange avec les bureaux de la Commission européenne, on distingue plusieurs sujets qu'ils aimeraient éventuellement réexaminer. Il y a le sujet du niveau des péages,
Donc la question de la méthode de calcul du niveau de ces péages pourrait éventuellement être remise sur la table. Il y a la question de l'organisation des groupes ferroviaires et de la séparation, du niveau de séparation entre le gestionnaire d'infrastructure et les entreprises ferroviaires elles-mêmes. Il y a la question de l'harmonisation technique, et Monsieur Fernic, je crois, a notamment évoqué l'ERTMS, cette norme de signalisation européenne, et son programme de déploiement qui a été confirmé par la révision du règlement sur le réseau transeuropéen de transport. Et le dernier point que l'on perçoit dans les discussions, c'est celui de la billettique, de la vente des billets, faire en sorte que ce soit plus simple pour l'usager d'acheter des billets ferroviaires pour des trajets internationaux, et donc couverture à la concurrence de ces systèmes de vente de billets. Voilà, disons, les quelques aspects sur lesquels il semblerait que la Commission souhaite aller plus loin en termes d'ouverture à la concurrence. Voilà, écoutez, voilà pour les questions qui relèvent le plus des discussions du Conseil. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des intervenants qui souhaitent réagir aussi à l'une ou l'autre de ces questions? Je vous en prie. Alors je vais essayer d'être systématique, si ce n'est exhaustif, pour répondre aux différents points qui ont été abordés. Peut-être que je laisserai les questions transport de marchandises, questions ferroviaires et alternatives voitures, notamment le vélo, aux autres intervenants, pour me concentrer sur différents points. Peut-être une réaction rapide sur la question de la simplification des normes et d'une pause dans les efforts pour la transition écologique. Comme je l'ai expliqué en introduction, déjà en mettant en œuvre tout ce qu'il y a aujourd'hui, on rate l'objectif. Et cet objectif, il n'est pas seulement en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il est aussi en termes d'accès à la mobilité, en termes de précarité liée à la mobilité, il est sur toutes ces questions-là, et donc une pause ressemblerait à un renoncement. Par contre, mettre en même temps la simplification et la pause. La simplification, ce serait pour aller plus vite, donc ça paraît peut-être antinomique avec les questions de la pause. Alors la simplification, moi je prendrais une partie de cette question-là qui est de dire maintenir un cap clair. Et ça a été notamment soulevé par les industriels, je pense à Carlos Tavares chez Stellantis qui appelait dans une tribune récente à maintenir un cap clair sur la question de l'électrification des véhicules automobiles. Le temps industriel est un temps long qui nécessite des investissements qui sont importants. Si on veut arriver à répondre aux défis importants qui est la transition de nos mobilités, il faut maintenir un cap clair. Donc ici, en l'occurrence, la question du verdissement du parc automobile. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Peut-être ensuite sur la question de la ruralité que vous évoquiez également, Madame la Sénatrice, elle est absolument clé et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'elle est trop souvent exclue des débats. Là-dessus, je vais être succinct parce qu'il y a un excellent rapport du Secours catholique qui vient d'être publié sur la question de la mobilité en zone rurale, qui fait à la fois un diagnostic assez alarmant, mais aussi avec des propositions assez ambitieuses pour revenir sur ces questions-là, avec un panel complet de propositions et ce sera avec plaisir pour vous le faire suivre. Vous avez également évoqué la question de l'acceptabilité. Elle est clé. Mais ça va répondre à d'autres questions qui étaient abordées. La question de l'acceptabilité, pour nous, elle repose sur deux leviers. Le premier, c'est la question du partage de l'effort. C'est-à-dire que la question du partage de l'effort que j'évoquais en introduction, qui est à la fois de demander plus à ceux qui sont capables de plus et de montrer que ça s'inscrit dans une stratégie cohérente. Sur cette question du partage de l'effort, et j'en reviens aussi à la question de l'accès à la mobilité, j'insisterai ici sur la question des entreprises. On le sait malheureusement pas assez, mais sur le marché du neuf du secteur automobile, 60% des achats de véhicules neufs viennent des entreprises. Donc en fait, c'est eux qui structurent le marché du neuf et c'est à cette demande que répondent en priorité les constructeurs automobiles. Deuxième point très important, c'est que un véhicule acheté par une entreprise se retrouve d'ici 3 à 4 ans sur le marché d'occasion, contre 14 ans pour un véhicule acheté par un particulier. Autrement dit, ce sont les entreprises aussi qui structurent le marché d'occasion dans les années qui viennent. Donc si on veut rendre accessible le véhicule électrique, il y a la question de l'offre des constructeurs qui doit se réorienter vers des plus petits véhicules, plus sobres, plus abordables, et si possible produits en France ou en Europe. Mais il y a aussi la question du marché d'occasion qui est absolument essentielle, notamment pour pallier le temps qu'il va falloir pour que le véhicule électrique baisse en termes de prix à l'achat. Donc voilà, il y a cette question de mettre à contribution les entreprises qui sont en retard sur l'électrification. Il y a des propositions en ce sens, notamment de transport environnement au niveau européen et des propositions qu'on porte au niveau national sur le verdissement de ces flottes-là. Un point aussi très rapide sur le leasing. Alors, je le disais comme exemple, comme une réponse incomplète à une bonne question.
La bonne question, c'est comment on rend accessible donc, le véhicule électrique aux classes moyennes et aux plus modestes. Alors, il y a une phrase que j'attribuerais, je pense, à Aurélien Bigot, qui est expert de la mobilité, qui dit que l'avenir de la voiture, c'est le véhicule électrique, mais la voiture ne constitue pas l'avenir de la mobilité. Là, pareil, sur la question de l'accès à la mobilité, alors, il y aura des solutions complémentaires, et sur la question de l'accès à la voiture, j'ai répondu en partie sur la question du rôle que peuvent jouer les flottes d'entreprise. Le dernier point, il y a quand même au moins 2 points sur lesquels il me semble important de revenir. C'est la question de 2035 et la question du soutien aux industriels pour faire face notamment à la concurrence chinoise et américaine. C'est un point clé. Alors on n'a pas la réponse absolue à cette question qui est un problème complexe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la situation actuelle du secteur automobile français et européen est la conséquence de choix stratégiques et politiques qui ont amené un alourdissement du poids des véhicules. C'est-à-dire que historiquement, Renault, Stellantis, Peugeot sont des constructeurs généralistes qui savaient très bien faire un véhicule léger et abordable. Les exemples sont nombreux. Ils sont en train de commencer à renouer avec cette tradition. Là, il y a un véritable savoir-faire. Ça répond à un vrai besoin. Les résultats commerciaux de la Dacia Spring, alors qui était produit en Chine, mais qui était un véhicule électrique abordable. L'engouement qu'il y a eu pour le leasing social de la part des consommateurs le montre aussi. Il y a une véritable demande pour un véhicule électrique abordable. Il faut que les constructeurs se mettent en ligne pour être capables de répondre à cet enjeu-là. Ils ont un savoir-faire. On travaille beaucoup avec les syndicats, que ce soit notamment la CFDT et la CGT. Ils nous confirment qu'il y a un savoir-faire, il y a une appétence, il y a une envie des travailleurs pour s'engager dans cette transition qui est à la fois sociale et écologique à travers ce petit véhicule. Ce qui répond aussi à la question qui a été évoquée sur la question des métaux critiques. Elle est clé. Je parlais de ressources contraintes aussi dans mon propos liminaire. C'est le cas du lithium notamment. C'est le cas d'énormément de matériaux. Là aussi, la réponse, c'est moins de voitures et plus petites. Et éventuellement la question de l'extraction, où là, il y a un point clé qui est abordé de quelle est la responsabilité qu'on veut prendre en tant qu'acteur européen sur la question de l'extraction. Le dernier point, et après je laisserai la parole, c'est la question du secteur aérien. Elle est absolument clé. Et je reboucle ici avec la question de la répartition de l'effort. Le secteur aérien, jusqu'à quelque temps, était le passager clandestin des politiques de décarbonation des transports. Le passager clandestin en termes d'effort, c'est les émissions ont plus que doublé sur les 30 dernières années. C'est la conséquence de l'explosion du trafic, c'est-à-dire qu'il y a eu des efforts sur l'efficacité des avions qui consomment de fait moins de carburant, alors plus pour des raisons économiques que pour des raisons écologiques, mais de fait qui ont largement progressé là-dessus, mais avec un effet rebond classique qui s'est transformé par une explosion du trafic qui est incompatible avec des objectifs ambitieux de décarbonation. Ce tabou, il est en train de tomber, à la fois sur la question aussi de la fiscalité, c'est-à-dire qu'on parlait, j'entendais tout à l'heure Jean-Philippe Peuzat parler d'équité entre les modes de transport. Sur la question de la fiscalité, elle est clé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on remplit de carburant notre essence ou diesel d'ailleurs notre voiture, on paye la TICPE, on paye une taxe sur l'énergie qui n'est pas du tout qui est exemptée pour les avionneurs. Donc il y a cette question de rétablir une équité fiscale entre les modes de transport et la question de l'utilisation de cet argent sur les alternatives. Donc premièrement, il y a cet aspect de fiscalité. Sur la question des solutions technologiques, et j'insiste là-dessus parce que c'est un point clé. On entend beaucoup parler des carburants alternatifs et des différentes solutions technologiques qui vont permettre de décarboner l'aérien. Elles sont nécessaires là aussi, mais pas suffisantes. Et là-dessus, il y a aujourd'hui un véritable consensus scientifique qui est abordé dans le rapport, par exemple, des professeurs-chercheurs de l'école Isae Super-Héros à Toulouse, qui font partie du secteur aéronautique et qui posent le constat du potentiel limité des différentes solutions technologiques. C'est aussi porté par l'ADEME, c'est aussi porté par le Shift Project, c'est aussi porté par tous les rapports récents qui font un état de l'art de la science sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, oui, il faut continuer d'investir sur ces solutions alternatives, mais en ayant conscience qu'elles ne permettront pas de décarboner le secteur aérien sur sa flotte actuelle et encore moins avec les perspectives de croissance que le secteur projette. Donc il va falloir travailler sur la réduction du trafic aérien. Il y a la fiscalité qui peut jouer un rôle, il y a la question des extensions d'aéroports, des nouveaux aéroports. L'exemple d'Amsterdam qui a capé le nombre de mouvements à l'année ou qui essaie de caper le nombre de mouvements à l'année, c'est des initiatives que nous trouvons vraiment intéressantes et qui répondent aussi à la question de priorité des investissements. On a parlé d'enveloppe budgétaire contrainte, c'est le cas en France, c'est le cas au niveau européen. Si on continue d'investir très fort dans des nouvelles technologies pour l'avion, d'investir très fort sur des nouveaux aéroports, sur des extensions d'aéroports, c'est de l'argent qui ne va pas ailleurs.
C'est l'argent qui ne va pas dans le train, c'est l'argent qui ne va pas dans le vélo, c'est l'argent qui ne va pas dans donner accès à un véhicule électrique moins cher à l'usage et moins polluant. Donc, c'est des choix implicites très forts qui sont faits au détriment des Français et des Européens. Voilà, je conclue là-dessus pour ne pas monopoliser la parole, mais n'hésitez pas à se faire des questions complémentaires pour plus tard. Merci beaucoup. Écoutez, il nous reste 2 intervenants potentiels. Merci beaucoup pour toutes les questions. Alors, je vais y répondre aussi, du coup, en vous présentant quelques préconisations. Je ne vais pas aller dans le détail, ne vous inquiétez pas, on vous les a distribuées, mais on a quelques recommandations concrètes pour l'avenir qui sont liées au point que vous avez soulevé. J'en profite aussi pour excuser, parce que c'est la présidente de l'UTP, Marie-Ange Debon, qui aurait voulu vous présenter ce manifeste. Malheureusement, elle a été retenue en dernière minute. Donc, dans ce manifeste qu'on vous a distribué, on a été très succinct pour essayer de se limiter à 12 propositions pour l'avenir autour de 4 axes. On a voulu éviter la liste à l'après-vert, et donc ce sont des axes à la fois sur la mobilité durable, sur la mobilité intelligente, innovante, sur le financement de la mobilité, et puis sur les questions liées au capital humain, aux compétences, à la formation. Donc je vous laisserai les découvrir, mais effectivement on a parlé, M. Jacquin parlait du report modal, c'est un des enjeux fondamentaux qui est bien identifié dans le manifeste qu'on a proposé, puisque on voudrait qu'au niveau européen, ce report modal et donc ipso facto le développement d'une offre continue de transport collectif, transport ferroviaire, transport public en général, soit un objectif à part entière. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut bien voir que quand on discute avec la Commission européenne, le terme de report modal pose problème à la Commission. Et autant en France, on le voit dans le cadre de la planification écologique, le report modal a été clairement identifié comme 2e levier de baisse des émissions après l'électrification du parc individuel de voitures. Mais ça, au niveau européen, c'est un discours qu'on n'arrive pas à faire entendre à la Commission, qui préfère parler de comodalité. Ça veut dire que chaque mode doit se développer selon le marché et qu'il n'y a pas à encourager des modes plus vertueux que d'autres. Donc ça, nous, on n'est pas d'accord avec la Commission là-dessus. On voudrait que ce soit clairement mis comme un objectif et qu'il y ait cet objectif de développement d'une offre. Et même dans les propositions qu'on fait, pour être plus concret, pour nous, quand la Commission, à chaque fois qu'elle va proposer une proposition législative, doit faire son évaluation ex ante, son étude d'impact pour voir l'impact de sa proposition, on voudrait qu'elle s'interroge en amont sur l'impact de ces propositions dans le champ des transports sur l'offre de transport public, l'offre de transport ferroviaire. Est-ce que ce que je vais proposer va aller dans le sens du développement de cette offre ou au contraire, est-ce que ça va être des bâtons dans les roues? Et on l'aura vu sur les méga-camions. La Commission serait posée à ce moment-là la question, est-ce que ce que je fais là va favoriser le fret ferroviaire ou pas? Ou par rapport au bus, avec un calendrier sur le fait d'obliger à acheter des bus électriques pour tout type de collectivité, peu importe leur taille, dès 2030, s'il y avait eu cette réflexion en amont, peut-être que la Commission aurait du coup soit flexibilisé un peu le calendrier, soit prévu des aides au moins et un accompagnement pour ce type de collectivité. Donc cette question du report modal, après, elle se traduit de différentes façons dans nos propositions, y compris au niveau budgétaire. Nous, on voudrait qu'il y ait un renforcement des outils budgétaires au niveau européen et que ce soit à la fois pour le ferroviaire, mais aussi pour les mobilités du quotidien. C'est-à-dire pas que le longue distance, là ça rejoint les questions du rural. Nous, on insiste beaucoup pour que le focus ne soit pas uniquement sur des interconnexions entre capitales européennes, ce qui est très important et il faut continuer, mais que la Commission s'intéresse aussi, si elle veut vraiment baisser les émissions, aux émissions qui sont dues à la mobilité quotidienne des gens. Donc ça, ce sont des choses qu'on pousse également. Par rapport aux questions de financement, donc il y a certes l'augmentation des mécanismes européens, mais ça renvoie aussi à une demande qu'on a sur les revenus générés du système ETS, où nous, on aimerait beaucoup que l'Union européenne pousse pour qu'il y ait un fléchage de ces revenus tirés du système ETS vers les modes vertueux et notamment vers le transport ferroviaire et le transport public. On avait failli réussir au niveau européen lorsqu'il y a eu la révision du système du marché carbone. Le Parlement européen avait introduit un fléchage de 10% des revenus vers les transports publics et ferroviaires. Et puis les États membres n'aimant pas beaucoup les préaffectations et les fléchages avaient retiré cette question de l'affectation. Mais
on pense qu'il y a une question à creuser. On sait que le Sénat l'avait proposé dans le cadre du dernier PLF, d'ailleurs, de la loi de finances, de réfléchir à comment utiliser ces revenus générés d'ETS pour aider les autorités organisatrices, les collectivités. On pense que c'est un vrai sujet, qu'il faut revenir sur ce sujet-là. Et un dernier point, parce que vous évoquez la stabilité réglementaire, c'est vrai que parfois, on tombe un peu de la chaise, mais quand je parlais tout à l'heure des bus électriques, il faut avoir en tête qu'on a eu une directive européenne en 2019 qui s'appelle la directive véhicules propres et qui prévoit la façon dont les collectivités vont pouvoir acheter les flottes de transport public, les flottes de bus en l'occurrence, jusqu'en 2030. Et là, elle a été transposée fin 2021, donc tout ça est récent, avec dans la transposition et la directive un traitement différencié en fonction des tailles. On ne traite pas les agglomérations très grandes, les plus de 250 000 n'ont pas les mêmes obligations que les petites et moyennes. Donc plus vous êtes une grande agglomération, plus vous avez des obligations d'aller vers de l'électrique ou de l'hydrogène, du zéro émission, mais pour des agglomérations plus petites, le régime actuel autorise notamment par exemple du biogaz ou du biocarburant. Et donc ça c'est le régime actuel sur la base duquel des collectivités font des choix d'investissement. Et donc vous avez encore aujourd'hui des collectivités qui, sur la base d'une transposition de 2021, pensent en toute bonne foi, par exemple, se lancer sur du biogaz. Même pas un an et demi après la transposition en droit français, proposition de règlement qui vient tout modifier avec l'interdiction de la vente des bus qui ne seraient pas hydrogène ou électrique en 2030, ce qui fait que là, aujourd'hui, il faut courir voir des collectivités en leur disant, vous savez que si aujourd'hui vous vous lancez par exemple sur du biogaz, vous ne pourrez pas avoir une deuxième génération puisque vous ne pourrez plus en acheter. Donc il faut juste que vous ayez en tête que vous n'amortirez pas et que votre nouveau dépôt et que les bus que vous achetez aujourd'hui, vous n'en achèterez qu'une seule génération. Sachez-le simplement avant de vous lancer. Et donc elles étaient perdues. Il y avait des collectivités qui ne savaient plus du tout en disant, mais on vient seulement de nous faire une présentation sur le nouveau cadre juridique et vous êtes en train de nous dire que l'Union européenne est déjà en train de revenir dessus et que ça va modifier, que ça aura des conséquences sur les choix d'investissement que j'ai fait aujourd'hui. On disait oui, donc c'est parfois assez, ces mouvements dans la réglementation sont assez compliqués parfois pour anticiper et notamment sur des choix d'investissement qui durent des années. C'est des choix qui sont lourds. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on avait alerté la Commission européenne. Je finis juste sur ERTMS parce que ça a été mentionné. C'est vrai que la France est parfois, avec l'Allemagne aussi d'ailleurs, un peu traitée de mauvais élève sur la question de l'investissement dans ERTMS. Et ce n'est pas du tout une critique sur la technologie elle-même et les bienfaits que ça peut avoir sur la capacité, sur la fiabilité, etc. La chose c'est que quand on voit la Commission, notamment européenne, qui met des objectifs ambitieux sur le déploiement, derrière, il faut voir quel accompagnement financier existe aussi. Et quand on voit, et on remercie le Sénat pour ça, parce que tous les ans, dans le cadre des PLF, on peut toujours compter sur le soutien du Sénat pour essayer d'aller alerter le gouvernement sur le fait qu'il faut des fonds supplémentaires. Parce qu'on a la régénération du réseau, parce que RTMS, c'est la modernisation, mais on a déjà des besoins énormes sur la régénération. Donc avec des ressources limitées, quand il faut investir sur la régénération et aussi sur la modernisation, comment on fait pour tenir un calendrier aussi ambitieux si le gouvernement ou l'Union européenne ne décide pas d'aider davantage? Donc on est toujours en train d'essayer d'obtenir un soutien. On nous avait parlé à une époque d'une nouvelle donne ferroviaire à 100 milliards d'euros, ce qui aurait été bienvenu pour financer des investissements supplémentaires pour le déploiement de RTMS. On n'entend plus beaucoup parler des 100 milliards d'euros, donc peut-être qu'on en reparlera, mais en tout cas, nous, ERTMS reste une technologie dans laquelle la France investit, mais cette question de l'investissement que ça demande et du fait de pouvoir en même temps financer une régénération, c'est des questions qui sont des questions de fond et qu'il faudra qu'on résolve. Mais merci. Sur les 100 milliards d'euros, effectivement, c'est une question sur laquelle on n'entend plus parler. C'est quand même dangereux. Moi, je voudrais vous rappeler une question de Gilbert-Luc Devinaz, à laquelle on n'a pas répondu. Les autres questions, toutes les questions étaient intéressantes, mais celle-là est intéressante. Est-ce qu'il y a un plan B? J'espère qu'on n'aura pas de plan B, d'ailleurs, mais qu'on y appliquera le plan A sur les accès, sur le Lyon-Turin, parce qu'effectivement, les études, avec bien du mal, il était temps. Ça va, mais après, derrière... Et ce serait quand même vraiment dommage que derrière,
on s'arrête là, quoi. Merci de me donner la parole. J'ai la lourde tâche de prendre la parole en dernier. Et je pense que à l'écoute des débats et des questions, on est aujourd'hui à l'aube d'une révolution de la mobilité. Et nombre des solutions qui ont été proposées sont simplement des évolutions. Et je pense qu'il faut réussir à penser de manière plus systématique, plus systémique, et envisager ce changement de paradigme. Concrètement, comme l'a évoqué un peu Monsieur Leflaive, remplacer l'ensemble des voitures thermiques par des voitures électriques ne résoudra qu'une partie des sujets, des problématiques que nous avons, et de toutes les manières, certaines études montrent que ça ne sera pas possible, tout simplement pour des questions de ressources. Donc concrètement, il va falloir penser très rapidement, maintenant qu'on a fixé ce cap de 2035, à quelles sont les autres mobilités qu'il va falloir développer afin de pouvoir justement permettre aux Français, aux Européens de se déplacer pour leurs besoins, voire penser même la démobilité, parce qu'aujourd'hui, certains déplacements non nécessaires peuvent peut-être être reportés. Je sais qu'on parle de mobilité ici, mais on voit par exemple en France, en Europe, l'effet du télétravail sur l'impact carbone est pour le coup assez positif, puisque certains salariés viennent à ne plus se déplacer. Alors c'est pas évidemment le cas de tous. Moi, je voulais revenir, et peut-être pour répondre aux questions, au fait qu'il existe aujourd'hui des solutions qui ont été développées par certains États membres, et la France n'est pas en reste, pour pouvoir développer des solutions innovantes, pour pouvoir soutenir ces mobilités durables et ces nouvelles mobilités alternatives. Ces solutions, elles ont trois catégories de thèmes. D'abord, il faut développer des infrastructures. Aujourd'hui, la France, l'Europe manquent cruellement d'infrastructures liées aux mobilités durables. Le deuxième point, c'est développer des politiques publiques, y compris des politiques publiques qui vont orienter les usages vers ces mobilités durables. Et puis le troisième point, c'est un accompagnement, y compris dans le financement. Je vais zoomer sur ces deux derniers points. Les infrastructures, on en parle assez fréquemment, on parle de pistes cyclables, on parle aussi éventuellement de tout ce qui va être autour du soutien au covoiturage, notamment des lignes de covoiturage qui peuvent se développer dans certaines zones pour certains cas et pour certaines liaisons qui peuvent difficilement être assurées par du transport collectif. Je pense que c'est des choses qu'il va falloir penser et sur lesquelles l'Union européenne pourrait aider. Sur l'aspect politique publique, on voit se développer dans beaucoup de pays des zones à faible émission. Aujourd'hui, ces zones à faible émission souffrent d'un problème d'acceptabilité. On en a parlé. Il y a des parangonnages extrêmement intéressants en Europe, par exemple à Bruxelles, où la zone à faible émission jouit d'une acceptabilité assez forte, et en plus de ça, a réussi à atteindre les objectifs qui leur ont été assignés. La réduction du nombre de véhicules thermiques dans Bruxelles est assez forte. Je n'ai pas les chiffres ici, mais je vous les transmettrai avec plaisir. Autre initiative intéressante sur les zones à faible émission, à Grenoble, la collectivité accompagne les citoyens, non pas avec une prime à la conversion pour remplacer un véhicule thermique par un véhicule électrique, mais par une prime à la conversion multimodale pour remplacer un véhicule thermique par un mix de mobilité, c'est-à-dire la possibilité de faire du covoiturage, de l'autopartage, du vélo et du transport en commun, bien évidemment, local et régional. Ce type de dispositifs qui sont testés aujourd'hui, qui sont testés, montrent leur efficacité. Je terminerai par un dernier sujet sur l'accompagnement. Aujourd'hui, les mobilités durables, type covoiturage, vélo, etc.,
souffre énormément d'un déficit d'investissement. On en parle beaucoup, mais elles n'ont pas accès aujourd'hui aux différentes sources de financement. On parlait tout à l'heure de plusieurs centaines de milliards. Aujourd'hui, l'investissement dans le vélo, y compris en France, se compte plutôt en millions qu'en milliards. Il est important qu'on puisse réussir à créer ce choc d'offres. Et pour créer ce choc d'offres, il faut inciter les citoyens à s'équiper et puis à pouvoir utiliser ce type de transport. Plus il y a de vélos sur la route, plus on va réussir à réduire le coût, plus on va soutenir l'industrie du vélo en Europe, plus on va aussi travailler sur la sécurité. Un exemple, là aussi français, la mise en place du forfait mobilité durable dans les entreprises. Les entreprises, depuis 2019, peuvent octroyer 400, puis 500, puis 700 euros pour la mobilité durable de leurs salariés. Eh bien, cette mise en place de forfait mobilité durable est déjà très développée. 29% des entreprises en France l'ont mis en place. Donc ça veut dire que pour un renoncement fiscal qui a coûté quelques millions d'euros, on a aujourd'hui un développement extrêmement fort de l'offre de mobilité durable. On parle de vélo dans ce forfait mobilité durable, mais pas que. Peut-être un dernier point, et avant de répondre à certaines questions extrêmement spécifiques qu'on m'a posées, un des éléments qui permettrait d'avoir un début de réponse, ce serait de bien définir de quoi on parle. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple du covoiturage, les différents pays n'ont pas la même définition du covoiturage, donc il est extrêmement compliqué à cet égard de créer des réglementations européennes si on ne parle pas de la même chose quand on va en Italie, en Espagne, en France ou dans d'autres pays d'Europe. Donc il est important de réussir à définir ce qu'est la mobilité durable, ce que aujourd'hui la France a fait dans la loi LOM, et je pense que c'est le premier pays européen à l'avoir fait, c'est-à-dire avoir défini, mis un cadre précis sur ce dont on parle de mobilité durable, et ensuite, deuxième point, de pouvoir procéder aux différentes mesures dont j'ai parlé. Je vous dois une réponse sur les véhicules lourds et le malus au poids européen. Je reviendrai sur cet aspect-là. Globalement, nous, à l'Alliance des mobilités, de manière générale chez Mobiliance, d'abord on appelle au fait qu'il faut qu'il y ait une réglementation qui soit la même partout en Europe. Aujourd'hui, on voit que ce type de réglementation, par exemple, n'est pas identique partout. Alors, il ne s'agit pas de prendre le plus petit dénominateur commun et de l'appliquer, mais plutôt d'avoir une réglementation ambitieuse, mais identique sur l'ensemble des pays européens. Pardon ? Poids-puissance, exactement. Alors, je vais vous citer un exemple amusant. Aujourd'hui, en France, il y a une réglementation qui date d'il y a très longtemps sur les indemnités kilométriques. Plus vous avez un véhicule lourd et puissant, mieux vous êtes remboursé. Plus vous allez loin, et mieux vous êtes remboursé. Ce qui va complètement à l'encontre des objectifs de décarbonation, qui est de se dire il faudrait mieux réduire les distances et réduire la taille des véhicules. Aujourd'hui, typiquement, ce type de réglementation qui date des années 90 devrait, à notre sens, évoluer vers une meilleure prise en charge. Merci. Je n'aurai pas ma réponse sur Gilbert. Tu n'auras pas ta réponse, tu n'auras pas de plan B. Je m'en doutais d'ailleurs un petit peu, mais... Oui, très bien. Merci. En fait, merci d'abord à la Commission des Affaires européennes, merci à son président Jean-François Rapin, merci à toi, André, d'avoir coprésidé cette table ronde. Moi, je suis heureux de vous avoir entendu parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même que cette complexité, effectivement, d'une politique européenne des transports.
c'est pas évident parce qu'on n'a pas la même réglementation, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes débouchés. Quand j'entends que le covoiturage n'est pas identique et on n'a pas la même consonance du covoiturage au-delà des frontières françaises et quand on va en Allemagne, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Je crois qu'il ne faut surtout pas, par contre, que nous nous découragions, parce que je pense que c'est vraiment important en matière de politique environnementale. Je pense aussi, et vous avez bien fait de le rappeler, il faudra que de temps en temps on le rappelle, que les 100 milliards, ça ne peut pas être quelque chose dont on a parlé un jour, comme ça, puis que derrière, on va jouer sur la mémoire française en disant on a oublié. Donc comme on a oublié, c'est très bien. Non, c'est pas très bien parce que si on veut effectivement développer le réseau ferré, et tu l'as dit tout à l'heure, si on veut effectivement avoir aussi un aménagement de notre territoire au niveau ferré, déjà on a un travail monstre à faire sur la remise en état de certains réseaux et de certaines voies ferrées. Et puis on a effectivement à voir comment on améliore la circulation, comment on crée d'autres lignes de transport et comment effectivement aussi on renouvelle le matériel parce que c'est aussi quelque chose d'important. Alors je pense que cette table ronde était très intéressante pour effectivement que nous puissions nous rendre compte de savoir là où on en est et là où on va. Et c'est là où est la plus grosse difficulté. Je crois que la difficulté, elle est surtout qu'il faut qu'on prenne une ligne directrice. Et si on n'a pas de ligne directrice, le meilleur moyen de ne pas y arriver, c'est d'aller partout. Et c'est le seul moyen où on est sûr, une fois qu'on sera allé partout, on sera allé nulle part et on n'aura rien résolu. En fait, merci quand même pour tout et merci pour votre participation.